Bonjour à toutes et à tous, je suis le professeur Sophie Georgian-Lavia, je suis responsable du centre de référence de l'amylose inflammatoire à l'hôpital Tenon à Paris. Je suis accompagnée aujourd'hui de ma collègue le docteur Léa Savet qui travaille avec moi sur cette maladie et pour prendre en charge les patients, et avec madame Agnès Farrugia qui est la directrice de l'association française contre l'amylose. Et nous allons aujourd'hui vous proposer une web émission sur l'amylose AA pour la filière FAI2R à destination des patients et de toute personne qui souhaite s'informer sur cette maladie rare. Alors, l'Association française contre l'amylose a été créée en 1994. Elle couvre toutes les formes d'amylose, dont l'amylose AA bien sûr. Et nous travaillons avec 19 experts. Nous avons plus de 600 adhérents, une page Facebook et un site sur lequel vous pouvez trouver beaucoup d'informations qui vous aideront à mieux connaître l'amylose. Alors pourquoi une association ? Eh bien tout d'abord, comme l'a dit le professeur Géorgien, il s'agit d'une maladie rare. Et briser la solitude face à la maladie est un point très important pour des patients souffrant d'une maladie telle que l'amylose. Permettre des diagnostics plus rapides, avancer plus vite vers des traitements et également constituer des groupes représentatifs afin d'avoir du poids dans le débat public font partie des rôles importants de l'association depuis plus de 20 ans. Alors, les services qui sont proposés par l'association, nous avons une équipe de bénévoles qui sont formés à l'écoute et qui accompagnent des patients, une assistante sociale et une psychologue qui sont dédiées à soutenir les patients en lien avec les équipes des centres de référence et une journée annuelle d'information et d'échange pour tous les patients et toute personne souhaitant s'informer sur l'amylose, mais également pour les familles. Alors, pourquoi les gens contactent une association ? C'est une question qui nous est souvent posée. Et qui le fait ? Très souvent, en fait, le premier contact vient d'un aidant qui nous appelle parce qu'il y a une suspicion d'amylose chez son conjoint ou chez ses parents et il a besoin d'informations. Plus les patients sont âgés, plus les gens qui nous contactent sont les enfants ou les conjoints. Parfois, nous avons des collaborations avec l'ensemble des centres qui traitent des patients avec une amylose et ils nous adressent les patients parce qu'ils savent qu'ils pourront bénéficier d'une écoute attentive et poser plein d'autres questions. Les personnes qui nous contactent également via le site de l'association puisque très souvent, les gens dans les maladies rares recherchent une information sur Internet. Les réseaux sociaux sont également pourvoyeurs de contacts et d'informations. Alors, les gens nous contactent et quelles sont les questions les plus fréquentes qui nous sont posées ? La première, et je pense que le professeur Géorgien pourra y répondre tout à l'heure, c'est tout d'abord de mieux comprendre la maladie et la forme d'amylose dont ils sont atteints. Décoder des langages techniques et médicaux qui sont parfois compliqués à comprendre pour des familles. Il y a toujours beaucoup d'inquiétudes autour de l'annonce de cette maladie et il y a un temps aussi de partage et de prise en considération de cette inquiétude. Identifier les parcours de soins, tout le monde n'habite pas à côté d'un grand centre, donc il est parfois plus compliqué de savoir quel est le centre expert en proximité. Et puis, un besoin de soutien pour tout ce qui concerne les démarches administratives et sociales qui sont parfois assez complexes. Et puis, quand on a une maladie rare avec un nom assez méconnu, eh bien, on est toujours en quête de contact avec des patients qui vivent la même chose et qui souffrent de la même maladie. Parlons un peu d'amylose, c'est un mot qui n'est pas forcément très parlant. Qu'est-ce que l'amylose ? Tout d'abord, ce qui va constituer les amyloses, ce sont des protéines. Les cellules de notre corps fabriquent en permanence des molécules qui sont appelées des protéines. Ici, j'ai mis l'exemple d'une protéine qui est d'ailleurs très colorée, qui prend une forme tridimensionnelle dans l'espace, avec plusieurs petites parties. Et en fait, ces protéines sont très importantes parce qu'elles vont fournir la structure et la fonction de presque tous les processus biologiques de la vie. Donc elles ont un rôle important.
Une fois qu'elles sont fabriquées par les cellules, elles vont prendre une forme particulière. Chacune a une forme différente et de façon naturelle. Donc vous voyez ici, j'ai fait un exemple d'une protéine qui est, donc vous reconnaissez, il y a plein de couleurs, donc c'est plein de petites parties qui sont mises de façon linéaire les unes après les autres dans la machinerie de la cellule. Et ensuite, quand elle est relarguée, eh bien, elle va adopter une forme qui est tout à fait inattendue dans l'espace. Et cette forme va leur permettre de remplir leur fonction dans le corps humain, par exemple pour aller s'infiltrer sur un récepteur ou bien entre deux autres protéines. Quand elles sont correctement repliées dans leur forme naturelle, le corps fonctionne très bien et on est en pleine santé. Voici une représentation de protéines normales. J'ai fait le choix de faire des petits diagrammes qui sont connus pour montrer que c'est des formes qui sont à peu près régulières. Ça, on va dire que c'est la représentation des protéines normales. Si jamais l'une d'entre elles se replie mal, par exemple celle que j'ai représentée comme un petit éclair, on appelle ça un défaut de repliement. Elle se replie mal, défaut de repliement. Et c'est ça qui peut nuire au bon fonctionnement du corps et entraîner des problèmes de santé. Donc on va montrer quelques petits exemples. Normalement, quand on a des protéines mal repliées, le corps a des systèmes de défense pour reconnaître ces protéines et les éliminer au fur et à mesure. Donc si on a une, ça va. Il va les éliminer. Et donc, elles vont être détruites quand elles sont anormales. L'amylose, c'est un processus qui est lié à des protéines qui sont anormales. Donc le corps va en produire en excès. Elles sont anormales parce que mal repliées. Et donc le corps ne va pas avoir de dispositif suffisant pour les éliminer tellement il y en a. Le système d'élimination physiologique est dépassé, il n'arrive plus à les détruire. Et donc elles sont en excès, elles sont anormales, elles vont s'accumuler dans le corps. Voici un exemple très très schématique où vous voyez qu'il y a presque plus d'éclairs, donc de protéines mal repliées, que de protéines normalement repliées. Et du coup, comme il n'y a qu'une seule policière ou policier pour les éliminer, il n'arrive pas à faire le travail et ça s'accumule. Quand une protéine est mal repliée, le nom scientifique, c'est une protéine amyloïde. C'est de là que vient le mot amylose. Et quand elles vont s'accumuler, elles vont se coller les unes aux autres, comme les petits éclairs que j'ai représentés qui vont s'accoler, et prendre la forme de fibrille, rigide, linéaire, exactement comme un fil de Scooby-Doo tressé, pour ceux qui se rappellent en avoir fait ou en avoir vu faire par des enfants. Donc c'est un exemple, puisqu'on part de fils qui sont mous, et quand on fait le Scooby-Doo, ça devient une tresse qui est un petit peu dure. Ces fibrilles rigides, l'équivalent des Scooby-Doo, vont s'accumuler dans des organes et empêcher leur fonctionnement normal. Et c'est pour ça que l'amylose va entraîner des dérèglements d'organes et donc une maladie. Elles sont très très solides, ces fibres, et elles sont difficiles à briser. Une fois qu'il y a des fibres, elles vont s'accoler les unes aux autres pour former des fibrilles, pour former des plaques amyloïdes. Donc c'est plusieurs fibrilles qui vont se regrouper pour former des plaques. Et les plaques, ensuite, vont pouvoir se mettre dans les reins. Concernant l'amylose AA, on estime, mais c'est une estimation, il n'y a pas des nombres tout à fait exacts à ce jour, qu'il y a entre 200 et 500 cas, donc 500 patients différents atteints de cette maladie au jour d'aujourd'hui en France. Ils sont répartis sur tout le territoire. Ce sont principalement des adultes. Et dans le monde, vous voyez, j'ai mis XX, on ne connaît pas le nombre de patients dans le monde, mais on peut estimer que dans chaque pays, on va dire occidental, il y en a à peu près le même ratio du nombre de patients par nombre d'habitants, par exemple en France ou en Angleterre. Dans les pays en voie de développement, on n'a pas d'effectifs, mais je pense, je me tourne vers ma collègue, qu'on pourrait peut-être estimer qu'il y a plusieurs milliers de patients qui ont cette maladie dans le monde, mais ils ne sont pas encore répertoriés. Donc pour l'amylose AA, la protéine anormale, c'est la protéine SAA pour sérum amyloïde A. Et cette protéine est synthétisée, fabriquée par le foie. Le mécanisme de l'amylose AA est lié, donc on l'a dit, à la présence d'une inflammation. L'inflammation se traduit par la synthèse par le foie de cette protéine inflammatoire qui est la protéine SAA, associée à d'autres facteurs probablement environnementaux, d'autres protéines et d'autres composants impliqués, aboutissent à la formation des dépôts amyloïdes dont on a préalablement parlé. Et au cours de l'amylose AA, les fibrilles, les plaques amyloïdes s'accumulent principalement dans les organes que sont les reins, le tube digestif et le foie.
Si on veut schématiser la formation des plaques d'amylose AA dans les reins, donc on nous a représenté ici les reins normaux, et bien progressivement vont apparaître des dépôts d'amylose qu'on ne met pas en évidence si on ne va pas les rechercher par un prélèvement biopsique. Et l'accumulation de ces fibrilles fait que progressivement, bien, ça prend la place de l'organe normal et il ne peut plus fonctionner normalement. Et c'est exactement la même chose qui se passe dans le tube digestif, donc des dépôts qui sont progressifs jusqu'à altérer le fonctionnement de l'organe, et également dans le foie, en sachant que dans le foie, il n'y a pas forcément de symptômes associés, on verra. Donc, vous voyez, schématiquement, ça c'est vraiment ce qui se passe dans le corps, hein, donc les dépôts de fibrilles amyloïdes qui altèrent le fonctionnement, progressivement le fonctionnement des organes. Donc, si on s'intéresse aux manifestations cliniques, eh bien, s'y associent des symptômes qui ne sont pas du tout spécifiques. Hein. Parfois, il n'y a même pas de symptômes, mais le plus souvent, les patients sont fatigués, décrivent une perte d'appétit, des nausées, et peuvent avoir des œdèmes des membres inférieurs, donc des gonflements des membres inférieurs. Et puis des manifestations spécifiques de l'amylose AA liées au dépôt préférentiel dans les organes dont on a parlé, donc majoritairement les reins, qui vont se traduire cliniquement par les œdèmes des membres inférieurs, le tube digestif, mais également le foie, la rate, et aussi une particularité pour l'amylose AA, c'est les dépôts dans la thyroïde qui peuvent aboutir à la présence d'un goitre thyroïdien, donc un gonflement de la thyroïde. Et donc, comment ça se traduit le plus souvent? Eh bien, c'est par la présence de protéines dans les urines qui peut évoluer progressivement jusqu'à une insuffisance rénale. Alors, une question que les patients nous posent souvent, c'est comment on fait le diagnostic et comment on peut le confirmer, notamment de nos jours, puisque nous enregistrons cette web émission aujourd'hui en juin 2022. Le diagnostic repose sur un examen histologique, donc ça veut dire un examen d'un tissu au microscope par un médecin, on appelle ça un médecin anatomopathologiste, sur une biopsie, qui veut dire qu'il faut aller retirer un petit fragment d'un organe. J'ai listé en dessous les organes les plus fréquemment étudiés qui vont permettre le diagnostic. Donc la biopsie d'un rein, on en a beaucoup parlé au préalable avec ma collègue, donc le rein. Ensuite, il y a un autre organe, ce sont des petites glandes qui sont situées à l'intérieur de la bouche. Quand on retourne la lèvre, on peut les palper quand on met son doigt. Et en fait, étant donné que la muqueuse de la bouche, c'est le prolongement du tube digestif, on peut comprendre que, comme on a dit qu'il y en avait dans le tube digestif, eh bien la muqueuse de la lèvre, elle comporte à peu près les mêmes anomalies que le reste du tube digestif. Et donc, c'est un endroit qu'on peut biopsier très facilement. Nous faisons ça avec le docteur Savet en consultation. Ça prend à peu près 5 minutes. On fait une incision de 1 mm sans nécessité de point de suture. Donc, c'est un examen qui est non invasif et qui est tout à fait rentable, qui est très souvent réalisé en France. Il y a d'autres pays qui le pratiquent moins, mais nous le pratiquons beaucoup. Ensuite, on a énormément parlé du tube digestif. Donc le tube digestif peut tout à fait être un organe qu'on peut biopsier pour retrouver de l'amylose, pas que de la AA, hein, toutes les variétés d'amylose. Et donc ça veut dire qu'un patient peut avoir eu des endoscopies digestives par le passé. Et ben, on peut récupérer les biopsies qui ont été faites et puis faire un marquage pour voir si on voit de l'amylose. On n'est pas obligé d'aller rebiopsier le patient. Donc on privilégiera les glandes salivaires et le tube digestif parce que c'est moins invasif que d'aller biopsier le rein. Et puis j'ai mis autre plus rare. Donc pour diverses raisons, ça peut être une découverte inattendue sur un prélèvement d'une thyroïde, puisqu'on a parlé de la thyroïde préalablement, ou d'un prélèvement du foie. Ce sont les situations les plus fréquentes. Voici une liste qui est assez conséquente de maladies qui donnent de l'inflammation chronique, donc une production de cette fameuse protéine amyloïde SAA, et qui peuvent entraîner de l'amylose AA. L'objectif de cette diapositive, qui peut paraître un petit peu difficile à lire, c'est de montrer que de très très nombreuses situations inflammatoires peuvent donner de l'inflammation chronique et donc de l'amylose AA. Il n'y a pas une seule cause responsable d'amylose AA, mais plusieurs. J'ai indiqué en rouge sur la diapositive les maladies les plus fréquemment en cause en France et dans les pays en tout cas occidentaux. Donc on voit sur la partie gauche de la diapositive des maladies inflammatoires comme des rhumatismes, la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite. Mais grâce au progrès de la prise en charge de ces maladies, il y en a quand même de moins en moins qui se compliquent d'amylose. Ensuite, il y a des maladies inflammatoires, cette fois-ci du tube digestif, comme la maladie de Crohn,
mais ça reste quand même assez rare de nos jours dans cette maladie. Et enfin, une des causes un peu les plus fréquentes quand même dans notre pays, c'est une maladie génétique rare qui s'appelle la fièvre méditerranéenne familiale, qui donne des douleurs abdominales avec de la fièvre et qui peut se compliquer d'amylose AA. Ensuite, il y a des infections chroniques, notamment la tuberculose, mais aussi la dilatation des bronches. Enfin, sur la partie droite de la diapositive, c'est des causes vraiment rares. Et tout en bas à gauche, vous voyez que au jour d'aujourd'hui, certains patients n'ont pas d'autre cause identifiée que l'obésité, mais probablement que le futur va nous permettre de mieux comprendre pourquoi certaines personnes avec un surpoids peuvent développer une amylose AA. Donc, encore une fois, cela montre la diversité des situations qui peuvent conduire à avoir de l'inflammation, et l'amylose AA n'est pas due à une seule maladie. Quel est le traitement de l'amylose AA en 2022 ? L'objectif, c'est de diminuer l'excès circulant de la protéine SAA. Vous reconnaissez ici le petit schéma qui était au tout début, où on voyait que la protéine, une fois qu'elle est fabriquée, elle va se mettre dans une conformation. Et donc quand il y a un excès de SAA mal replié, la conformation sera vraiment anormale. Et donc l'objectif, c'est de supprimer cet excès de protéine SAA pour ne pas que ça fasse des fibrilles et pour ne pas que ça fasse des plaques et que ça donne un dysfonctionnement des organes. Ça, c'est une chose. Mais pour éviter que l'amylose s'aggrave, il faut stopper sa production, donc il faut arrêter le processus inflammatoire, donc il faut soigner la maladie qui va entraîner l'inflammation. Et on a vu sur la diapositive précédente qu'il y avait plein de maladies, donc il faut trouver la maladie, l'identifier et donner un traitement adapté à cette maladie. En résumé, il faut arrêter l'excès de production de la protéine SAA, donc il faut tarir la source et empêcher son accumulation dans l'organisme. J'ai mis des exemples ici issus de la robinetterie ou la plomberie, où on voit des canalisations qui sont bouchées. C'est un petit peu la même situation qui se passe. Et on veut empêcher l'accumulation, donc il faut tarir la source. À ce jour, il n'y a pas de traitement efficace pour faire disparaître les fibrilles déjà constituées. Les fibrilles, c'est ce que je vous ai montré, qui peut être soit des Scooby-Doo, soit ces espèces d'éclairs qui se sont assemblés pour former des fibrilles. Enfin, certains patients peuvent bénéficier d'une greffe d'un rein quand ils ont une insuffisance rénale terminale, donc quand ils sont dialysés, et quand ils sont en bon état général par ailleurs. Il se trouve qu'en France, la première catégorie d'amylose pour laquelle on peut bénéficier d'une greffe rénale, c'est l'amylose AA. Et la maladie la plus fréquemment sous-jacente, c'est la maladie génétique qui est la fièvre méditerranéenne familiale, parce que ce sont des patients jeunes avec un traitement qui existe. Du coup, quand on reprend cette diapositive avec toutes les maladies possibles, eh bien en fait, il faut trouver un traitement qui est adapté à la cause. Donc finalement, le plus important, c'est de trouver quelle est la cause de l'inflammation, et ensuite on va donner le traitement adapté à cette cause avec un spécialiste d'organes qui va être tout à fait adapté. Par exemple, si c'est un rhumatisme, il faudra avoir un rhumatologue. Si c'est une maladie de Crohn, il faudra avoir un gastro-entérologue. Si c'est une fièvre méditerranéenne familiale, un médecin interniste. Si c'est une tuberculose, un infectiologue, etc. Ainsi, les principes et objectifs du traitement sont résumés sur cette diapositive. À gauche, on vient d'en parler, un traitement de la cause pour normaliser l'inflammation. Donc la SAA, on en a parlé, mais il y a une autre protéine qui se dose plus facilement dans les laboratoires de ville, qui est la C-réactive protéine, qui est un reflet de l'inflammation. Et enfin, il existe un traitement des symptômes. Donc quand il y a une insuffisance rénale chronique terminale, on peut bénéficier de dialyse, on peut être greffé d'un rein, on vient d'en parler. Quand on a de la diarrhée, on peut avoir des traitements contre la diarrhée. Quand on a un goitre de la thyroïde, on peut discuter sa prise en charge si jamais il est gênant. Il existe une situation particulière dont je voulais parler, puisqu'il y a de nombreux patients qui ont cette maladie qui est responsable d'amylose AA en France, c'est la fièvre méditerranéenne familiale. Avant, elle s'appelait la maladie périodique. Cette maladie génétique touche les personnes originaires du pourtour méditerranéen. Le traitement de cette maladie, c'est la colchicine. Quand il y a de l'amylose AA qui complique cette maladie, si la fonction rénale le permet, on peut poursuivre la colchicine, mais si la fonction rénale ne le permet pas et qu'il y a besoin de dialyse, par exemple, on peut proposer un traitement contre une petite molécule qui s'appelle l'interleukine 1, et ça va diminuer la sécrétion de SAA par le foie. Enfin, on peut aussi reprendre la colchicine quand il y a eu une greffe de rein. Ces biothérapies anti-interleukine 1 se font par injection sous la peau.
et elles se font en association avec la plus petite dose tolérée par le rein de colchicine et nécessitent une prescription par un centre expert. Quel doit être le suivi quand on a une amylose AA et quelle est l'évolution de cette maladie? Alors, on sait que la meilleure façon de prévenir et de garantir une bonne évolution, c'est que la maladie amylose AA ne soit pas là, donc c'est un traitement préventif. Donc l'idéal, c'est quand il y a une maladie inflammatoire connue, c'est de la traiter le plus efficacement possible et le plus tôt pour ne pas que cette fameuse protéine amyloïde SAA se dépose avec le temps. Mais si l'amylose est arrivée ou qu'elle est évoluée, le patient doit être suivi de près par le médecin qui suit sa maladie inflammatoire. Donc on l'a vu, ça peut être un interniste, un gastro-entérologue, un rhumatologue, son médecin traitant et un médecin spécialiste de l'amylose AA comme un néphrologue, ça peut être même un néphrologue spécialisé dans la transplantation si le patient a été transplanté, ou un néphrologue qui s'occupe de la dialyse. Il existe des réunions de concertation pluridisciplinaire nationales coordonnées par notre filière de santé FAI2R, ce qui signifie que l'on peut présenter des dossiers de patients avec amylose AA qui sont suivis dans n'importe quelle ville de France, voire même dans les pays francophones. Ces réunions sont organisées en visio par la filière et on peut discuter de façon collégiale des dossiers. Il y a ce qu'on appelle un quorum, donc un rassemblement de plusieurs spécialités différentes, au moins 3. Et dans le cadre des réunions pour l'amylose AA, il y a toujours au moins 1, voire plutôt même 2 ou 3 néphrologues, un médecin anatomopathologiste, celui qui donc va lire avec son microscope les biopsies pour authentifier l'amylose, un médecin interniste et le plus souvent un généticien. Et ensuite, selon les maladies, il peut y avoir un dermatologue, un infectiologue, un pneumologue, un gastro-entérologue, un rhumatologue. Il faut savoir que ce sont des réunions qui sont sur une plateforme tout à fait sécurisée, les dossiers sont anonymisés. Nous avons mis en place depuis le mois de décembre 2018 ces réunions et il y a eu plus de 100 dossiers présentés en 3 ans, des dossiers à chaque fois très complexes où il y a nécessité d'avoir plusieurs spécialistes différents pour interagir et pour avancer, soit pour trouver la cause, soit pour trouver le meilleur traitement du patient. Donc en effet, à quoi servent ces réunions? Résoudre des énigmes étiologiques. C'est vraiment la question la plus fréquemment posée dans cette variété. Vous avez vu la diapositive précédente où il y avait une 50aine de maladies inflammatoires qui peuvent donner l'amylose AA. Donc c'est vraiment un très très grand nombre. Et à chaque fois, il faut dire oui, mais laquelle est responsable de l'amylose chez mon patient? Donc pour presque tous les patients présentés dans ces réunions nationales, c'est des énigmes. C'est mon patient a l'amylose AA, mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où vient l'inflammation, on ne sait pas pourquoi est sécrétée cette SAA. Ensuite, nous discutons en 2022, c'est une nouveauté, de l'intérêt de la génétique, puisque la génétique a fait beaucoup de progrès. On peut maintenant faire des analyses de plus en plus approfondies et essayer de trouver des causes génétiques pour des amyloses AA dont avant on pensait qu'il n'y avait pas de génétique à rechercher. C'est important pour pouvoir donner un traitement ciblé, également pour la descendance des patients. Ensuite, on peut anticiper sur une éventuelle inscription sur une liste de greffe rénale. Donc c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir presque toujours un néphrologue spécialisé en transplantation qui va pouvoir voir le patient le plus tôt possible. Et on discute beaucoup des meilleurs traitements proposés aux patients, notamment faut-il mettre une biothérapie, puisque dans des maladies inflammatoires, maintenant on dispose de biothérapies ciblées. Et est-ce qu'on peut mettre une biothérapie avant ou après transplantation? Est-ce qu'il y a des risques infectieux liés à cette biothérapie? Donc c'est des questions qui sont très importantes d'être discutées. On échange surtout, et un des messages que je voulais faire passer aux patients, c'est que si vous-même souhaitez que votre dossier soit discuté, vous pouvez demander à votre médecin, soit néphrologue, soit dialyseur, soit spécialiste, de présenter votre dossier à la réunion nationale. Il peut faire ça depuis n'importe quelle ville de France grâce à un logiciel qui est très simple d'accès pour que vos dossiers soient discutés. Nous travaillons beaucoup et nous appuyons beaucoup sur l'association de patients contre l'amylose que Madame Farrugia vous a déjà présenté et qu'elle va détailler un petit peu après. Donc, effectivement, nous avons développé avec l'aide de l'association l'éducation thérapeutique, des ateliers aussi dits ETP par Internet, qui se déroulent en plusieurs ateliers
afin d'aider les patients à mieux appréhender la maladie, ses complications, ses traitements, son suivi. Et ceci donc à l'aide de plusieurs ateliers. Donc le premier atelier qui s'attache à aider le patient à mieux comprendre l'amylose, qui est effectivement une maladie chronique. Donc à l'aide de divers petits exercices, vous voyez, on a reproduit dans l'atelier le fameux Scooby-Doo pour que le patient objective bien, et cette balle qui met en évidence la rigidification de l'organe. Vous voyez, la boule, l'organe normal, qui est le rein normal, et la boule dure qu'on ne peut pas comprimer, qui représente un rein malade plein de plaques amyloïdes. Et puis le deuxième atelier s'attache au traitement médicamenteux. Alors comme on l'a vu, plein de causes, donc plein de maladies, donc plein de traitements différents. Donc on fait divers ateliers avec diverses ordonnances, et voilà, pour les aider. Et le dernier atelier qui s'attache à les aider pour savoir quel est le suivi, comment organiser les examens, les bilans, les diverses consultations associées à cette maladie. J'ai souhaité présenter une diapositive sur les liens entre l'amylose A et le Covid, puisque c'est une question qui nous est souvent posée par les patients. Nous avons colligé dans le centre les cas de Covid chez les patients qui avaient une amylose A. Ce que nous pouvons dire maintenant avec un petit peu de recul, c'est que le poids des comorbidités, c'est-à-dire ce qu'on sait être un facteur de risque de Covid sévère, est très important. Donc si le patient est âgé, qu'il a des facteurs de risque cardiovasculaire, qu'il a une insuffisance rénale, qu'il a fumé dans sa vie, qu'il a un surpoids, qu'il a du diabète, ce sont des facteurs dont on sait qu'ils vont souvent s'associer à un Covid sévère. Donc c'est d'autant plus vrai dans l'amylose A, surtout que les patients ont souvent une insuffisance rénale et qui sont souvent âgés. Nous avons malheureusement perdu des patients du Covid, notamment avant la vaccination, mais également après la vaccination, parce que les patients dialysés ou transplantés ont du mal à répondre au vaccin et à développer des anticorps. Donc je pense que le message principal pour les patients qui ont une amylose A, c'est de se vacciner, d'avoir le plus possible de vaccination, de rappel et une vaccination efficace, de se protéger avec du gel hydroalcoolique et un port de masque, un masque chirurgical suffit, mais d'être vraiment très vigilant, notamment dans les contacts avec des personnes qui ont le Covid, et de consulter très très rapidement en cas d'essoufflement si jamais vous attrapez le Covid. Si je dois conclure sur l'amylose A en 2022, j'aimerais dire que son incidence diminue un petit peu dans le monde, mais que le diagnostic reste tardif. Les causes se diversifient et la place de la génétique se développe. Je pense qu'en 2022, s'il n'y a pas une cause évidente, nous pouvons réaliser, en tout cas nous le faisons ici dans le centre de référence, une analyse génétique poussée. Il faut contrôler l'inflammation, donc la CRP se fait dans les laboratoires de ville, la C-réactive protéine, la SA se fait plutôt dans les laboratoires de centres hospitaliers parce qu'elle a un coût en ville, 2 fois par an pour être sûr qu'elle se normalise, et discuter, si ce n'est pas le cas, un traitement, notamment grâce aux réunions de concertation pluridisciplinaire, notamment les nouveaux traitements comme les biothérapies. On a de nos jours des traitements de l'inflammation qui sont puissants, mais le pronostic de cette maladie reste grave. Ce n'est pas une amylose bénigne, comme on a pu le dire par le passé, surtout si les causes sont des infections comme la tuberculose ou des infections à répétition. Donc, comme vous l'avez vu, beaucoup de choses sont proposées pour les patients par le centre de référence. L'éducation thérapeutique, c'est vraiment quelque chose que nous avons travaillé en collaboration avec le professeur Géorgin. Donc, je vous engage vraiment à participer à des ateliers, mieux comprendre la maladie, ça aide vraiment à mieux vivre avec. Donc, dans l'association, nous avons des documents qui sont destinés aux patients. En particulier, j'insisterai sur le guide à l'usage de l'aidant. On parle souvent du patient, on parle moins des aidants qui vivent la maladie juste à côté et qui ont également besoin de soutien. Donc vous pouvez nous contacter, on est vraiment à votre disposition. On est là pour vous aider, pour vous accompagner. Vous avez ci-dessous l'adresse mail de l'association et le numéro de téléphone. Donc,
Dans le cadre de l'accompagnement des patients, on a mis en place, pendant la période du Covid, puisqu'on ne pouvait pas tellement aller vers vous, des cafés virtuels qui sont dédiés aux patients et à leurs aidants et qui permettent des échanges tout à fait amicaux et informels entre patients porteurs de la même forme d'amylose. Donc c'est vraiment un partage d'expériences. Et au fil des cafés virtuels, au fil des mois, des liens se créent entre des patients qui habitent finalement loin les uns des autres. Donc le virtuel et le Zoom apportent aussi cette faculté de pouvoir mettre en relation des gens qui ne sont pas forcément des voisins dans la vie. Alors là, c'est un exemple de parcours de soins sur 12 mois. Comme vous l'avez vu à travers les explications qui ont été apportées sur les différentes maladies à l'origine des amyloses AA, ça va sous-entendre en fait une prise en charge pluridisciplinaire. Qui dit une prise en charge pluridisciplinaire veut dire souvent plusieurs sites hospitaliers, de nombreux spécialistes qui vont interagir et vous prendre en charge, et une organisation et une coordination qui n'est pas toujours extrêmement facile à gérer au quotidien. Donc là, c'est un exemple d'un patient qui est suivi de par son amylose sur 4 sites hospitaliers, qui a 12 spécialistes qui interagissent pour sa prise en charge, avec des prises de sang qui sont très régulières et des professionnels de santé qui vont intervenir aussi au domicile. Donc ça peut paraître lourd, ça demande une organisation. C'est pourquoi aussi le programme d'éducation thérapeutique vous aide à mieux gérer cette approche pluridisciplinaire. Les livrets AmyloBook ont également comme vocation de vous aider à mieux organiser votre prise en charge pluridisciplinaire et vos échanges avec vos différents spécialistes, en particulier avec le médecin traitant qui parfois n'est pas très au fait de l'amylose et pour autant votre praticien de proximité. Donc l'objectif de cet AmyloBook, c'est vraiment d'apporter une information au plus près du médecin traitant et des échanges entre les différents spécialistes avec un format qui devrait vous faciliter la vie et vous faciliter les échanges et l'organisation de tous les documents que vous devez apporter. Parfois, on nous demande, mais est-ce que je dois garder tout ? Donc vous ne pouvez pas aller à l'hôpital avec des gros sacs. Donc là, avec ce classeur, vous allez pouvoir organiser un petit peu le suivi et les documents qui doivent être avec vous à chaque consultation. Vous aurez également dans cet AmyloBook des flyers que vous pourrez donner à vos médecins traitants, mais également aux kinés ou aux infirmières qui interviennent auprès de vous pour leur expliquer ce qu'est l'amylose. Donc ils seront bientôt disponibles. Voilà les fiches mémo qui pourront être également remis séparément des AmyloBook. Une journée internationale de l'amylose a été lancée l'an dernier, en 2021, le 26 octobre. Tous les ans, le 26 octobre, nous aurons des actions pour faire parler de l'amylose. Parce que ce qui nous est souvent dit, quelle que soit la forme d'amylose dont vous souffrez, c'est le fait que les voisins ne connaissent pas l'amylose. Le mot même de la maladie est inconnu. Donc forcément, la réalité qu'elle recouvre est beaucoup plus difficile à comprendre pour l'entourage. Donc l'objectif de cette journée, c'est de combattre l'amylose et de réduire l'errance et diminuer ainsi la solitude des patients qui vivent avec. Pour nous contacter, l'adresse mail, le numéro de téléphone, nous nous engageons à vous répondre en 24 ou 48 heures. Merci à vous. Nous vous remercions beaucoup pour votre attention. Nous tenons également à remercier très chaleureusement tous les membres de l'Association française contre l'amylose. C'est vraiment un grand plaisir de travailler avec cette association pour son efficacité, son professionnalisme et sa proactivité pour les patients. C'est dans le cadre de notre variété d'amylose, c'est grâce à eux que nous avons pu
nous former, le docteur Savet et moi-même, à l'éducation thérapeutique et monter le programme et pouvoir le déployer aux patients depuis quelques mois. Nous travaillons vraiment en étroite interaction pour tous les outils. C'est grâce à cette association que nous avons pu réaliser des petits livrets sur l'amylose AA et puis réfléchir au concept de l'AmyloBook. Donc ce sont des outils pour vous, les patients, avec un souci de toujours s'améliorer, de toujours être à la page pour toutes les nouveautés. Nous sommes donc, le docteur Savet et moi-même, à votre disposition et à celle de vos médecins référents dans vos régions, si vous n'êtes pas dans la nôtre, pour pouvoir répondre au mieux à vos questions. Et nous remercions aussi toute l'organisation de la filière FAI2R qui est vraiment extrêmement active pour les maladies rares immuno-inflammatoires.